Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Doc. On a appris très récemment le décès de l'acteur Matthew Perry, l'un des personnages principaux de la série Friends, à l'âge de 54 ans, et on va en parler tous ensemble dans cette vidéo. Générique. À l'heure où je vous parle, les circonstances autour de la mort de Matthew Perry ne sont pas encore totalement élucidées puisque la nouvelle vient de sortir il y a à peine quelques heures et que la police est encore en train d'investiguer. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que Matthew Perry a été retrouvé à son domicile, dans son jacuzzi plus précisément. En gros, de ce que l'on sait de la journée, il était allé jouer le matin à ce que l'on appelle le pickleball. Je ne connaissais pas ce sport, j'ai rapidement regardé. En gros, c'est un cousin du tennis. Il a fait une partie pendant plus de 2 heures avant de retourner à son domicile avec toujours son assistant à qui il a demandé d'aller faire une course et donc son assistant est sorti du domicile. 2 heures plus tard, l'assistant revient et il retrouve Matthew Perry inanimé dans son jacuzzi. Il appelle immédiatement les secours, donc c'est le 911 aux États-Unis, et 10 minutes plus tard, ils sont déjà chez Matthew Perry, mais malheureusement, ils ne pourront même pas le réanimer et ne vont rien tenter puisqu'il sera déclaré immédiatement décédé. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé ni de quoi est mort précisément Matthew Perry, mais tout ce que les enquêteurs ont pu dire sur les circonstances, c'est qu'il n'y avait a priori pas d'homicide et pas non plus de drogues qui ont été retrouvées sur place. Donc pour l'instant, il n'y a que des suppositions et je vais vous partager les miennes un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, je pense qu'il est indispensable, et tous les différents magazines, tabloïds, etc. l'ont fait avant moi, de rappeler les antécédents médicaux de Matthew Perry et principalement son principal problème qui était un problème d'addiction. En effet, Matthew Perry souffrait de plusieurs addictions depuis qu'il était adolescent. On peut voir a priori depuis l'âge de 14 ans qu'il souffrait d'une addiction à la fois à l'alcool mais également aux opioïdes, notamment plusieurs antidouleurs qui sont des cousins de la morphine et de la drogue apparentée qui est l'héroïne, avec également des addictions aux anxiolytiques, notamment du Xanax. Pour vous donner plusieurs chiffres que l'on peut retrouver à la fois dans sa biographie, mais également dans plusieurs interviews trouvables sur internet concernant ses addictions, il a été à plus de 6000 meetings et réunions des alcooliques anonymes. Il a également été hospitalisé 65 fois en cure de désintoxication pour la somme totale de plus de 9 millions de dollars. Et il a passé la moitié de sa vie, et il cite plus de 30 ans, avec soit des traitements de substitution, soit de la psychothérapie pour lutter contre ses addictions. Et l'un des éléments les plus marquants dans son histoire, on va dire, où il a vraiment frôlé la mort, c'était en 2019, quand il va être victime d'une perforation de son côlon en rapport avec sa consommation chronique d'opioïdes. Et cette perforation du côlon va être extrêmement grave. Il va devoir subir une chirurgie en urgence pour lui enlever un morceau de côlon et réparer tout cela. Il va avoir une colostomie, c'est-à-dire en gros les chirurgiens ne vont pas pouvoir rattacher ensemble immédiatement le côlon. En général, c'est parce que les tissus sont trop abîmés et trop friables au moment de la perforation, puisqu'il y a une inflammation au niveau du ventre en gros et du péritoine qui est majeure. Et si l'on suture immédiatement pendant la chirurgie le côlon, eh bien il va se désunir et la personne, le patient, va mourir un petit peu plus tard parce que tout simplement les matières fécales vont à nouveau se déverser dans le péritoine et la personne va mourir d'un choc septique. Donc les chirurgiens vont faire ce qu'on appelle une dérivation du côlon. Ils vont prendre une extrémité du côlon qu'ils vont faire sortir par un trou à la peau et en gros ligaturer l'autre extrémité pour pouvoir un petit peu plus tard, en général plusieurs mois après, le temps que l'inflammation est diminuée et que les tissus est cicatrisé, pour les rattacher ensemble. Donc en gros, cette sortie qu'on appelle une stomie, une colostomie, c'est-à-dire une stomie du côlon, va être bouchée, va être liée à une poche afin de recueillir les matières fécales. Et Matthew Perry nous a révélé avoir passé 9 mois avec justement cette poche de colostomie, ce qui est quelque chose qui altère de façon très importante la qualité de vie.
En plus de tout cela, cette chirurgie a été compliquée puisqu'il a passé 2 semaines dans le coma sous circulation extracorporelle à cause d'un problème pendant la chirurgie. Et cette circulation extracorporelle qu'on appelle une ECMO, on la met quand le cœur n'est plus en mesure d'assurer un débit cardiaque suffisant. Ce qui veut dire qu'il y a eu une complication cardiaque pendant la chirurgie et que cette machine le maintenait véritablement en vie en suppléant, c'est-à-dire en remplaçant le cœur afin d'assurer un débit. Donc au bout de 5 mois d'hospitalisation, donc vraiment c'est pour vous dire qu'il a passé un sale moment à l'hôpital, il va enfin sortir et donc 9 mois plus tard après la chirurgie, son côlon va pouvoir être resuturé et on va lui enlever la poche de colostomie. Tout ça pour dire que véritablement Matthew Perry a eu de graves soucis liés aux addictions et que comme beaucoup de personnes, quand il y a des addictions, c'est un combat qui va être quotidien et qui va s'étaler dans plusieurs années. Parce que malgré les tentatives de sevrage, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que je vais vous donner quelques exemples, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, on va dire, ça va être par exemple pour le sevrage de l'alcool. Quand vous essayez d'arrêter l'alcool, pour les personnes qui en consomment et qui sont dépendantes, il va y avoir des symptômes physiques. Ce n'est pas qu'une question de volonté, parce que si c'était que de la volonté, c'est comme pour le tabac qui a, on va dire, un sevrage qui est un petit peu plus facile que pour l'alcool et encore plus que pour les opiacés, l'héroïne et tout ça. C'est vraiment extrêmement dur de s'en sevrer. Ce n'est pas qu'un problème de volonté. Il y a malheureusement aussi des histoires de neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui font que c'est vraiment une dépendance qui est physique. Pour l'alcool, quand les personnes essaient de se sevrer, si vous prenez une personne qui est alcoolique, pour citer des termes, on va dire, de la vie de tous les jours, qui est dépendante à l'alcool et que vous lui coupez toute consommation d'alcool, au bout de 2-3 jours va survenir ce qu'on appelle le délirium tremens, c'est-à-dire le syndrome de sevrage à l'alcool, et c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Les personnes vont commencer à se déshydrater, à avoir des tremblements, de la fièvre, vont commencer à avoir des hallucinations qui sont terrifiantes à base en général d'animaux, de persécutions. C'est des patients qu'on retrouve dans leur lit et qui commencent à voir des cafards, des araignées, des serpents venir leur ramper dessus. C'est vraiment des visions qui sont cauchemardesque. Et vous ajoutez à ça des symptômes physiques, comme je vous l'ai dit, avec des sueurs, le cœur qui s'emballe, et vraiment c'est quelque chose d'extrêmement difficile à supporter. C'est pour ça que les personnes, quand elles sont dans cet état et qu'elles ont accès à de l'alcool, elles vont immédiatement en reconsommer pour faire passer ces symptômes. Pour le sevrage des opiacés, c'est également accompagné de signes physiques qui sont véritablement très difficile. C'est pour ça qu'en général, on considère que le sevrage de tout ce qui va être drogue comme la morphine, la morphine c'est médical, mais en tout cas on peut être tout à fait accro à la morphine qui est un opiacé, ou encore à l'héroïne, c'est quasiment impossible sans avoir un traitement de substitution ou sans se faire aider, tout simplement parce que les symptômes de sevrage sont très difficiles à supporter. Avec, là aussi pour les opiacés, il va y avoir des tremblements, des sueurs, le cœur qui va commencer à s'emballer, de la diarrhée, des vomissements. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'hyperalgésie, c'est-à-dire que les patients, les gens vont commencer à ressentir des violentes douleurs généralisées dans tout le corps qui sont véritablement très difficiles à supporter. Donc c'est un état de mal-être qui est profond et il y a beaucoup de films qui ont documenté cet état justement de sevrage. Je crois que un des films les plus connus, c'est Requiem for a Dream, où il y a un des personnages qui est accro à ça. Et c'est vraiment ça, c'est des gens qui deviennent en fait un peu comme quand on verrait quelqu'un, imaginez, c'est pas très bien de dire ça sur une chaîne médicale, mais en tout cas, imaginez une personne, un drogué qui serait en sevrage. Je pense qu'on a tous en tête ce genre d'image, et bien c'est exactement ça. Imaginez que vous avez des symptômes physiques, donc ce n'est pas bien sûr qu'une question de volonté, c'est vraiment en fait le corps, le cerveau s'est habitué à ces substances, et quand vous lui retirez, eh bien c'est extrêmement difficile à vivre. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de rechutes, autant de nécessité d'aller en cure de désintoxication, et que malgré le fait que les gens arrivent à rester abstinents, il y a toujours le risque de rechute, et encore plus quand dans l'environnement, par exemple l'alcool, c'est probablement la substance qui est la plus disponible. Quand vous allez au supermarché, il y a de l'alcool, on peut voir des pubs pour de l'alcool, donc
pour les personnes qui ont été accros, qui ont été dépendantes à l'alcool et qui sont sevrées, c'est très difficile. Aller dans un repas de famille, aller dans un dîner entre amis, un apéro, il y a toujours de l'alcool qui est proposé et il faut une énorme volonté pour arriver à dire non. Et encore une fois, là, le ressenti de l'alcool quand vous êtes dépendant à l'alcool et quand vous ne l'êtes pas n'est pas du tout le même, et c'est pareil pour les drogues. Alors bien sûr, en général, on ne prend pas de l'héroïne de façon en une seule fois parce qu'on devient extrêmement rapidement accro. Malheureusement, c'est des drogues très puissantes et très rapidement, on va ressentir le besoin d'en reconsommer parce que l'effet positif, alors je mets de très gros guillemets, était tellement puissant que le corps se dit mais qu'est-ce que c'est que je viens de subir, je veux revivre la même chose. Donc vraiment les addictions, et ça va être un des messages de la vidéo, c'est il faut faire extrêmement attention à surtout ne jamais commencer. Que bon, l'héroïne ça paraît quelque chose d'évident, mais l'alcool ça l'est beaucoup moins parce que en soirée, dans les apéros, dans les dîners, on commence à boire au début de façon festive, comme beaucoup de gens, et puis ça peut dériver. Moi, je connais des gens qui étaient avec moi au collège, au lycée, à l'université. Au début, on disait, bon, il boit beaucoup en soirée, et puis en fait, on se rend compte que après c'était une bière le soir, et puis finalement, la bouteille de vodka, bon, il se servait un petit verre de temps en temps, et puis au final, on augmente progressivement les doses, et on devient vraiment dépendant à ne plus pouvoir s'en passer. Et ça survient de façon insidieuse. Donc attention à ne jamais commencer, voire même à vous, en gros, je vais pas dire vous sevrer, je peux pas forcément vous conseiller d'être abstinent de l'alcool, mais soyez vigilant à vraiment essayer de limiter au maximum. Et si vous êtes abstinent complètement, moi c'est mon cas, je vais surtout pas vous juger et je pense à titre personnel que c'est une bonne chose, même si voilà, un apéro par-ci par-là, tant que ça reste occasionnel, ça ne fait de mal à personne, sauf si vous finissez bien sûr dans un coma éthylique. Et l'autre chose, et ça aussi je suis obligé de faire une parenthèse, attention parce que ça, la substance à laquelle il était addict, je ne l'ai pas dit, ce n'était pas de l'héroïne, c'était des antidouleurs. Parce que aux États-Unis comme en France, on peut avoir accès à des antalgiques qu'on appelle de palier 2, c'est-à-dire pas du Doliprane, mais des antalgiques qui vont contenir des opioïdes. Ce sera en général de la codéine, et aux États-Unis, ils ont la Vicodine qui contient de l'hydrocodone, qui est en gros beaucoup plus puissant que la codéine qu'on trouve en France, et ces médicaments aux États-Unis sont en vente libre. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès à des opioïdes. Alors c'est pas comme l'héroïne, c'est pas comme la morphine, mais on va dire que ça s'y rapproche en termes de sensation et surtout en termes d'activation des mêmes récepteurs, les récepteurs aux opiacés. Donc beaucoup d'Américains malheureusement sont accros à ce genre de substance. En France c'est pareil, la codéine, il y a des gens qui au départ avaient des douleurs par-ci par-là, des douleurs qui ont duré un petit peu, ils ont pris de la codéine, et après, ils n'arrivent plus à s'en sevrer. Donc en fait, on a créé à cause des prescriptions médicales des véritables dépendances qu'il faut ensuite prendre en charge. Pareil aussi pour le tramadol, c'est pas tout à fait comme la codéine, mais ça peut donner les mêmes effets. Et j'ai le souvenir d'une pote de fac de médecine qui avait eu des petits soucis suite à un problème orthopédique, qui avait pris du tramadol pour lutter contre les douleurs de post-opératoire pendant 1 mois, et qui m'avait avoué 6 mois plus tard qu'elle n'avait jamais réussi à s'en sevrer et que 6 mois plus tard, elle était toujours accro au tramadol. Elle me l'avait avoué vraiment un peu honteuse en me disant « Tu sais, j'ai un vrai problème avec ça ». Et je m'en rappelle, j'avais pas du tout suspecté ça parce que c'était une personne totalement insérée, mais elle m'avait dit tous les soirs et tous les matins je suis obligé d'en prendre, j'arrive plus à m'arrêter. Et elle avait dû aller justement en centre pour en gros qu'on l'aide à se sevrer parce qu'elle m'avait dit dès que j'essaie d'arrêter, j'y arrive pas, j'ai des tremblements, j'ai des sueurs, j'arrive plus du tout à me concentrer. Au niveau de ma vie professionnelle, c'est une catastrophe. Donc vous vous rendez compte qu'il y a toujours un peu cette difficulté de se dire pour me sevrer complètement, je vais devoir passer par une période difficile et parfois on la retarde, on la repousse, mais il faut un peu, parfois, c'est ce qu'il faut faire, c'est de prendre le taureau par les cornes. Donc, assez parlé, je pense, des addictions. Maintenant, on va revenir sur le décès de Matthew Perry. Quelles sont les causes possibles de sa mort? Il y en a bien sûr plusieurs. La première, ce serait qu'il ait fait une rechute et qu'il ait fait un surdosage en opiacés. Il suffit qu'il ait pris beaucoup trop de Vicodine, d'opioïdes ou autre pour que ce type de surdosage provoque un arrêt respiratoire. Et qu'en gros il se soit noyé dans son jacuzzi tout simplement en s'arrêtant de respirer, en perdant connaissance. Et pour citer un prof de pharmaco qui nous avait dit voilà comment on meurt quand on fait un surdosage dans tout ce qui va être calmant, que ce soit anxiolytique, que ce soit héroïne ou autre, ou morphine, on meurt en fait bleu tout simplement parce qu'on arrête de respirer. Ce sont des dépresseurs respiratoires qui vont ralentir la fréquence respiratoire jusqu'au moment où on tombe dans le coma,
on arrête de respirer et donc on s'étouffe et donc on meurt bleu, dans un jacuzzi ou non. Par opposition, quand on prend de la cocaïne par exemple, qui sont des excitants, il avait dit on meurt rouge tout simplement parce qu'on meurt hyper tendu, avec le cœur qui bat à 200 à l'heure et en général on meurt d'un arrêt cardiaque, d'une crise cardiaque ou autre, mais ce sont deux tableaux différents. Donc est-ce que c'est ça ? On ne peut pas vraiment savoir, mais a priori, c'est ce qui a été déclaré par les enquêteurs. Il n'y a pas eu de drogue retrouvée dans son domicile. Donc a priori, il était abstinent. Après, on ne peut pas exclure qu'il ait pris une autre molécule, en gros un Xanax ou autre, et qu'il est là aussi surdosé, mais c'est difficile de savoir. L'autre chose, c'est qu'il a pu avoir une complication, et je pense plutôt à cette hypothèse, une complication cardiaque, parce que on peut penser qu'il avait, c'est encore une fois une supposition, mais des soucis cardiaques. Parce qu'il avait quand même eu une circulation extracorporelle, une ECMO, donc son cœur avait dû avoir un souci à ce moment-là. On peut voir dans une autre interview qu'il déclare que pendant une chirurgie, en gros une anesthésie générale, son cœur s'était arrêté de battre pendant 5 minutes, alors probablement en rapport avec, là encore, les opioïdes, etc., qui avaient ralenti son cœur. Mais quand même, son cœur avait peut-être un terrain un petit peu pathologique. Donc si vous faites une perte de connaissance, même transitoire à cause d'un souci cardiaque non diagnostiqué dans la baignoire, dans le jacuzzi, et que ensuite vous tombez et que vous vous noyez, ça peut aller très vite, en quelques secondes, ou en tout cas dizaines de secondes. Et enfin, on peut lire aussi une crise cardiaque qui fait un trouble du rythme et qui fait que la personne en fait une mort subite dans sa baignoire et que finalement elle ne se noie pas véritablement, mais elle était déjà morte avant d'être retrouvée dans l'eau. Donc je pense qu'il va falloir attendre d'en savoir un petit peu plus et surtout les conclusions de l'enquête qui devraient probablement sortir dans les prochains jours. Mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce décès qui, je pense, va toucher beaucoup de monde parce que la série Friends, ça fait partie de notre jeunesse, de notre adolescence et c'est tout un morceau de notre enfance qui va s'en aller avec lui. Voilà pour cette vidéo d'actualité, j'espère que ça vous aura éclairer un petit peu sur les problèmes notamment d'addiction et j'espère fait passer quelques messages de prévention. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.